Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média 1 TV Afrique. L'Afrique est un continent riche en culture et la mode y occupe une place de choix, ce qui explique le dynamisme de la production locale de tenues africaines. Les créateurs africains se distinguent chacun de leur talent en Afrique et dans le monde. On atteste l'organisation sur le continent de plusieurs Fashion Week dans les villes africaines depuis des années. Ce marché de la mode pourvoyeur d'emplois serait en pleine effervescence. Il pèserait 19 000 milliards de francs CFA. Pourtant, le secteur reste encore sous-industrialisé. Ce secteur serait-il rentable ? Quelles sont les contraintes rencontrées par les créatrices ou créateurs sur le marché de la mode ? Comment arrive-t-il à s'affirmer sur le continent? On en parle avec nos deux invités sur ce plateau. Alia Baré, créatrice nigérienne. Bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de Média 1 TV Afrique. Bonjour et merci de me recevoir. Également Mohamed Fadel Ndiaye, créateur sénégalais. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous, merci de me voir. Voilà, on vous a invité, merci d'avoir répondu. Alors, Alia Baré, vous êtes créatrice, comme je le disais précédemment. Vous êtes basée à Dakar, vous avez participé à plusieurs Fashion Week en France, ici aussi en Afrique. Quel regard portez-vous sur la créativité africaine en matière de mode? Alors, c'est tout simple. À l'heure d'aujourd'hui, tout le vivier, toutes les innovations africaines sont celles qui sont le plus regardées. Nous avons tous les yeux du monde sur nous dans la mesure où les gens se sont rendus compte que nous avons vraiment un potentiel à tous les niveaux, en termes de ressources, en termes d'innovation, mais en termes même de retour à notre culture. Nous avons des matières nobles et qui ont souvent été délaissés, mais grâce à ces dernières années, grâce à des créateurs qui ont su le mettre en avant, et surtout grâce à l'intérêt maintenant de certaines célébrités, nous arrivons maintenant à faire connaître ce savoir-faire et tous les regards sont tournés vers nous. Et Fadel Ndiaye, vous êtes créateur et vous êtes le fondateur de Young Fashion Night. C'est un événement de mode qui, vous faites la promotion des jeunes Africains, jeunes créateurs africains. Vous l'avez fait, ça date déjà des années, c'est depuis 2015, c'est bien cela? Oui. Alors, qu'est-ce qui peut différencier un créateur des autres en matière de mode? En fait, le créateur, il a plus un concept. Il a d'abord le concept qu'il développe. Et moi je vais parler en tant que jeune créateur, on a ce rêve de revenir à cette source africaine, on va dire, et permettre aux jeunes créateurs africains de développer une industrie dans ce domaine en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous donnez, quels sont les conseils que vous donnez à ces jeunes créateurs? Il faut d'abord se spécialiser, c'est important, même si c'est une année ou deux, c'est important parce que le savoir, ça donne toute la différence en fait, et aussi la passion, parce que c'est pas dans le domaine de la mode en général, c'est pas un domaine très facile. Et il faut vraiment le vouloir pour le faire. Et peut-on dire que la mode est liée à la culture de chaque pays, Alia Baré? Alors, tout est différent, ça dépend aussi du créateur. Toutes les sources d'inspiration ne sont pas les mêmes. De la même manière que mon collègue disait que nous donnons vie en fait à une forme de création. Chacun, moi par exemple, j'essaye de m'appuyer beaucoup sur certaines matières premières ici, le pain tissé, mais ne pas non plus se limiter. Je m'inspire également beaucoup de mes expériences antérieures, donc on va retrouver pas mal de touches africaines, mais aussi des touches asiatiques, des touches indiennes, du fait que j'ai vécu là-bas. Et je pense que l'avenir du continent africain, de la création africaine, c'est de montrer la manière dont on a su muter. On a su s'adapter, c'est-à-dire qu'on a nos racines bien ancrées dans nos valeurs, dans nos traditions, dans notre savoir-faire. J'insiste bien parce que c'est une question de savoir-faire à mettre en œuvre. Et ensuite, savoir le faire évoluer de manière à ce qu'il s'adapte au goût des gens d'aujourd'hui. Tout l'avenir de la mode africaine, c'est la capacité à s'adapter sans perdre son identité.
Vous dites le savoir-faire et comment les créateurs font pour s'inspirer? Est-ce que c'est lié à cette culture du pays ou bien ils peuvent s'inspirer également de ce qu'ils voient dans le monde? C'est de tout. Par exemple, je vais citer une créatrice que j'aime beaucoup, Loza Malouebo, qui est une créatrice ivoirienne, qui elle s'inspire des traditions profondes ivoiriennes. Donc par rapport même aux rites animistes, par rapport à certaines déités de l'époque, et on le retrouve dans le pagne tissé qu'elle utilise, dans les figures qu'elle représente. Donc cette personne a vraiment est ancrée dans sa culture propre. Après, moi, j'avoue que même si j'ai une identité, mon identité africaine ressort dans tout. Mais ce n'est pas, par exemple, lors d'une de mes dernières créations, je me suis appuyée sur le Niger, sur le tissage, un tissage très cher à moi de mon pays, mais j'ai utilisé d'autres matières et des clins d'œil à d'autres cultures. Donc, c'est vraiment propre à chaque créateur, mais l'idée est de véhiculer une âme. L'âme africaine, je ne sais pas, c'est ce qui prend beaucoup de formes, mais c'est une aura avec une forme de fierté, une capacité de résilience et une note d'espoir. On peut parler également des créateurs qui ont réussi en Afrique. Pathéo, par exemple, Alpha Di, et également Gilles Touré, pourquoi pas. Mais il y a certains qui peinent quand même à s'affirmer en Afrique. Fadel Ndiaye, pourquoi? En fait, je pense que le milieu n'est pas très structuré. Parce que déjà moi, en tant que jeune créateur, j'ai déjà ce problème-là. Et j'imagine bien que nos aïeux ont aussi ce problème de structuration. Puisque nous ne pouvons pas être dans un... On est un peu considérés actuellement comme étant des marginaux. On n'est pas ni de la musique, ni de la danse, on est des tailleurs, en gros. Donc, si on s'arrête à ça, je pense qu'il serait très difficile pour les Africains d'avoir cette conscience de la mode, de l'importance aussi qu'a la mode dans le domaine de la culture. Ça veut dire qu'il y a un parcours quand même, parce que ces créateurs aujourd'hui qui en ont, ils ont vécu, ça n'a pas été facile pour eux. Oui. Et ces jeunes créateurs africains doivent quand même s'inspirer de ces créateurs qui ont eu un parcours difficile, mais qui ont réussi aujourd'hui. Bon, honnêtement, moi, j'étais au début de ma petite carrière, je me suis longtemps inspiré des créateurs occidentaux parce que je ne connaissais pas les créateurs africains. J'étais plus sur des grands créateurs européens en général, mais plus j'avance dans mes recherches, plus je me rends compte que l'Afrique est un pays quand même très riche en folklore et très riche par rapport aux créateurs qui ont réussi. Vous me parlez tout à l'heure des grands noms, mais il y a aussi une créatrice sénégalaise, Oumoussi, qui a quand même beaucoup marqué la mode internationale par son travail de costume, par ses recherches, ses étoffes, etc. Donc c'est quand même quelque chose à creuser et c'est quand même intéressant pour nous les jeunes créateurs d'aller chercher ces créateurs africains et de s'inspirer d'eux. Et donc, Alia Barré, en 98, dans le désert de Tigidi au Niger, chez vous, il y a eu le premier festival international de la mode africaine. Et on a vu que la mode a commencé à prendre de l'ampleur. Et de 98 jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une effervescence? Oui, il y a vraiment une évolution. Justement, en 98, j'étais là-bas, j'avais 17 ans à l'époque et j'avais pu assister à cette magie qui s'était opérée parce qu'à l'époque, des créateurs comme Kenzo étaient venus sur place, des grands mannequins étaient venus. Donc c'était la première fois, on va dire, où on avait vraiment l'Afrique qui était au cœur des enjeux et où il y avait les regards même d'Europe, des créateurs même européens, des grands noms, s'intéressaient au potentiel et à la magie de ce qu'on avait à offrir. Et depuis cela, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu vraiment des mannequins noirs qui ont vraiment porté haut nos couleurs. Il y a eu des grands créateurs, donc Alpha Di, il y a eu Zulibet, Pathéo, et ils ont ouvert la voie, on va dire, à
plusieurs autres créateurs. Donc aujourd'hui, même parmi les jeunes, il y a de gros succès, tels que par exemple Tongoro, qui est porté par Beyoncé, qui est porté par beaucoup de créateurs. On a beaucoup de gens aussi, quand on regarde dans l'Afrique anglophone, au Nigeria, il y a vraiment des superstars en termes de créateurs qui arrivent à vendre leurs vêtements, mais à des prix qui défient les prix des grands créateurs européens. Donc il y a vraiment une évolution, et je pense que les enjeux, c'est déjà, les secrets de la réussite, c'est d'abord pouvoir s'aligner sur les standards européens en termes de qualité, parce que souvent on nous a reproché de ne pas avoir des bonnes finitions ou ne pas avoir... Voilà. Donc ça, il y a déjà eu un effort sur cette génération, avec la formation, avec l'évolution, l'ouverture... Ça veut dire que vous rencontrez beaucoup de contraintes? On a énormément de contraintes. C'est comme on dit, quand moi, ayant étudié à Singapour, j'ai eu accès justement à voir comment les gens fonctionnaient, comment on produit un vêtement là-bas, où tout est mécanisé. Il y a une machine pour tout. Vous ne pouvez pas imaginer des machines pour tout et n'importe quoi. Alors que nous, là, nous devons obtenir le même résultat, mais avec une seule machine. Donc c'est vraiment quand vous prenez une personne qui a une super machine multifonction, et nous, on est là avec notre petit tournevis. C'est un peu imagé, j'exagère, mais à peine. Donc pour arriver au même résultat ou arriver à une finition qui est correcte pour nous, avec les moyens du bord, ça demande vraiment une capacité d'adaptation et un système D que parfois les clients ne se rendent pas compte. Mais nous franchissons ce pas au fur et à mesure. C'est pour ça que souvent on dit, est-ce qu'on peut en vivre? Ça dépend, parce qu'en fait, dès qu'on arrive à générer des profits, qu'est-ce qui se passe? Justement, vous tendez le fil, je vais justement poser la question à Fadel. Est-ce que les créateurs peuvent vivre de leur métier aujourd'hui? Je ne pense pas, pour le moment. Pourquoi? Pour quelles raisons? Déjà parce que les gens n'ont pas cette conscience de la création, n'ont pas cette conscience de la mode en Afrique. Mais je pense que dans un avenir proche, oui, j'ai espoir en tout cas. En tant que jeune créateur, j'ai espoir. Vous avez espoir. Alia Barré, c'est votre activité principale et unique, si je peux me le permettre. Vous vivez de votre activité. Je vis aujourd'hui de mon activité, mais ça a mis du temps. Je ne vais pas mâcher mes mots, c'est-à-dire que depuis 4 ans et demi que j'ai démarré, ce n'est que cette année que je suis arrivée à l'équilibre et à dégager des bénéfices. Et là même, c'est passé par des repositionnements, des restructurations. Dans la mesure où au départ, j'avais beaucoup commencé sur du sur-mesure, mais là maintenant, j'arrive à dégager plus de marge du fait qu'il y a ce prêt-à-porter là. Il y a une évolution dans la mesure où il y a des concept stores qui se sont créés. Les gens sont demandeurs de prêt-à-porter made in Africa. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez des difficultés. On voit qu'il y a beaucoup de talents en Afrique. Les Africains sont volontaires et créent, mais il y a beaucoup de difficultés. Pensez-vous que les dirigeants africains devraient mettre en place davantage de politiques pour y faire face, Fadel Ndiaye? Je pense qu'ils doivent le faire parce que c'est quand même un facteur de développement. Les gens, ils sont toujours tournés vers le tourisme, l'agriculture, etc., ce qui est bien. Mais le domaine de la mode aussi est un facteur de développement très important et à ne pas négliger. Parce que quand on va parler de... Je vais encore faire l'exemple, parler un peu de l'Europe. Quand on va parler, par exemple, de l'Europe, on va parler d'abord des grands créateurs européens. Mais nous avons également des grands créateurs en Afrique. Oui, bien sûr. Et on voit comment ce qui se comporte ici. Bien sûr. C'est un exemple quelque part pour nous. Oui, mais pas seulement en Europe. Le problème majeur, en fait, c'est que on doit vraiment essayer de... on doit essayer de structurer le domaine de la mode ici en Afrique. Et je pense que si on arrive à le structurer, je pense que ça va aboutir à quelque chose. Il y a justement un problème d'industrie en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire, Fadel Ndiaye? Donc, ça, je ne saurais pas vous répondre pour le moment parce que je suis toujours dans ce conclave de jeunes créateurs un peu de fantaisie. Mais pour ma part, je pense que on doit plus avoir accès aux matériaux, que ce soit le matériau premier, que ce soit les tissus, mais aussi que ce soit les machines, comme
Alia l'a dit tout à l'heure, on est obligé, nous, de travailler sur une seule machine, alors que pour une pièce, on a besoin de 4 à 5 autres machines différentes. On est obligé de travailler sur une seule machine et c'est quand même très difficile. Alia Barré, on voit qu'en Afrique, on a beaucoup de tissus, une variété de tissus, le rabat, le bogolan, les pans tissés. Et pourquoi ces tissus sont moins exploités? Alors, il y a plusieurs contraintes. Il y a d'abord une contrainte déjà de maniabilité. Pour nous, les créateurs, je vous avoue que quand j'ai du pain tissé, je ne peux pas le manipuler de la même manière que d'autres tissus plus fluides ou les tissus modernes avec du synthétique ou autre. Donc on a une manière ça prend plus de temps. Ce matériau, ce tissu aussi est plus cher. Donc ça demande plus de temps, c'est plus fragile, c'est plus contraignant. Et les clients parfois ne comprennent pas. Ils se disent c'est un tissu local, ça devrait coûter moins cher. Mais non, ça coûte plus cher parce que c'est fait main. C'est quand vous parliez par exemple de voir l'intervention de l'État. Je pense que l'État a un rôle à jouer, mais la solution vient d'abord de nous, chaque consommateur qui doit être sensible au Made in Africa, qui doit être sensible au travail de la main. Ici, on a l'impression que quand quelque chose est fait main, ça vaut moins cher que ce qui vient d'Europe ou ailleurs. Les gens doivent valoriser le savoir-faire, respecter le travail humain. Donc quand je travaille le tissage, mon tissant, je m'assure qu'il est payé correctement pour le travail qu'il a investi. Donc il y a un prix à payer pour cela. Quand on voit comment ce qui est produit en Chine ou autre, je suis désolée, ce n'est pas l'avenir que je veux pour l'Afrique ou pour l'industrie africaine. Et ça, c'est important. On a deux écoles. Il y a des personnes qui veulent aller à l'industrialisation. Il y a des usines textiles, enfin des usines de manufacture qui se sont installées récemment à Diamniadio. Moi, je prône plutôt pour quelque chose où j'ai vu les limites déjà en Asie quand j'étudiais là-bas. Pour moi, c'est vraiment une revalorisation, un peu comme ce que Lagerfeld a fait en intégrant Chanel, où en fait, ils ont racheté toutes ces maisons de couture, ces maisons de savoir-faire, et ils les ont implémentées dans la création. Donc c'est à nous aussi de réactiver, de réinsuffler de l'énergie et de l'économie à ces tisserands, à ces gens qui font du travail, à la broderie main, de leur redonner cet amour de leur travail, les revaloriser, les payer décemment pour qu'ils puissent en vivre et qu'ils aient envie d'en vivre, avec des standards de qualité adéquats, et les choses commenceront à se mettre en place tout seules. Je disais au tout début, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'événements de mode, notamment les Fashion Week. Est-ce qu'il faut aller au-delà de ça? Parce qu'on voit un peu les créateurs internationaux qui s'inspirent de nos tissus africains, mais qui ne valorisent pas les créateurs africains. C'est juste une inspiration. Mais à la fin, on a du mal même à citer le nom d'un créateur africain. Est-ce qu'il faut aller plutôt au-delà de ces spectacles? Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi un petit souci où nos Fashion Week chez nous, en Afrique, moins dans l'Afrique anglophone, mais dans l'Afrique francophone, c'est perçu comme un spectacle. Il n'y a aucun enjeu économique, il n'y a aucune viabilité économique après coup. Et ça, c'est notre souci. Donc on va venir, on va faire le spectacle, on va nous applaudir, c'est mignon, on rentre, mais il n'y a aucune vente derrière. Alors que par exemple, quand vous allez par exemple au Fashion Week de Lagos ou d'Afrique du Sud, les acheteurs sont en première ligne. Les acheteurs sont là, vous sortez de votre fashion show, vous avez déjà une liste de commandes. Vous comprenez? Même en Europe, c'est comme ça que c'est fait. C'est-à-dire que vraiment la créativité a été orientée de manière à ce qu'elle soit rentable et qu'elle soit bankable, comme on dit en anglais. Alors que chez nous, c'est comme du spectacle. C'est des gens qui sont là, il y a des stars qui viennent, qui se prennent en photo, c'est joli, on applaudit, on part. Donc déjà, on a un effort à faire de ce côté-là, de manière à ce que vraiment ça devienne une industrie économiquement viable. Donc on allie la beauté à la profitabilité. Et ensuite, c'est vrai que maintenant, avec l'évolution des médias, avec Instagram, avec autres, nous, maintenant, moi, aujourd'hui, la plupart de mes ventes se font en ligne, à travers les réseaux sociaux. Donc, on a aussi une démarche... C'est un aspect à ne pas négliger, Fadel Ndiaye, l'Internet. Beaucoup de créateurs s'en sortent plutôt bien. Oui, plutôt bien, oui. Parce que on est au XXIe siècle et je pense qu'on doit évoluer avec notre temps. Mais par contre, je pense que les défilés aussi sont quand même importants. Parce que cela permet, parce qu'Internet, il y a toujours cette barrière entre
le produit et l'acheteur. Alors que quand il y a un défilé, le client ou la cliente va déjà se voir dans le vêtement. Donc je pense qu'on peut allier les deux quand même. D'accord, on peut allier les deux. Il y a certains Africains quand même qui se plaignent, les vêtements sont trop chers. Est-ce que les créateurs doivent revoir leur prix? En fait, si on prend en compte le travail qui est fait, ce n'est vraiment pas cher. Si on fait une comparaison, ce n'est vraiment pas cher. Mais après, c'est vrai que économiquement parlant, on n'a pas encore les moyens de se payer ces produits que je dirais même de luxe. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va y arriver. On est presque à la fin de cette émission. Le wax est très prisé en Afrique, d'origine indonésienne, fabriqué en Hollande. Et est-ce qu'on doit s'attarder sur l'origine de ce tissu ou plutôt voir l'originalité des créateurs qu'apportent par rapport à leurs vêtements qu'ils confectionnent aujourd'hui? La question se trouve à ce niveau-là, s'attarder sur l'origine de ce tissu ou plutôt voir cette originalité que vous apportez? Alors, il n'y a pas de réponse courte, entre guillemets, mais c'est vrai que moi, je traite le wax un peu comme un tissu comme un autre. Donc, je trouve que le wax, en fait, représente l'essence même de la créativité africaine. Le wax avait été rejeté par les Indonésiens parce qu'ils considéraient que ce n'était pas la bonne qualité. Donc, les Hollandais ont cherché à avoir un débouché. Ils ont amené l'Afrique. Et qu'est-ce qui fait que maintenant on pense que le wax est africain? C'est la capacité que les Africains, avec la simplicité, ont pu sublimer une matière à travers les couleurs, à travers la manière dont chaque femme, peu importe son niveau social, a pu le sublimer. Et c'est ça l'essence africaine. Donc on a nos matières locales, c'est vrai, mais l'énergie africaine, la créativité africaine, c'est également de transformer en or n'importe quoi. Vous êtes d'avis, Fadel Ndiaye? Moi, je préfère rester sur l'aspect artisanal de nos étoffes artisanales parce que si nous voulons vraiment enrichir notre pays, il faut quand même qu'on valorise nos matières premières, nos étoffes, que ce soit le bogolan, que ce soit le pain tissé, que ce soit le meulfeu. Il faut vraiment valoriser ces matières avant d'importer quelque chose. Parce que tout à l'heure, quand on parlait d'industrialisation, le wax, c'est l'exemple type de l'industrialisation du textile maintenant. Est-ce que ça nous arrange? Je ne pense pas. En tant que jeune créateur, je ne me retrouve pas dans cette matière. Il faut dire aussi que le wax, c'est vrai que ça vient d'ailleurs, mais il y a Uniwax qui se trouve en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement le wax hollandais. Parce que beaucoup d'Africains confondent un peu le wax et le Uniwax. C'est pas la même chose. Et quand on voit cette créativité, on voit ces modèles, on se rend compte tout de suite que c'est une créativité africaine quand on voit justement ces confections. Certes, mais moi je préfère honnêtement que... Parce qu'on risque de perdre, si on va vers une industrialisation de ce wax-là, on va perdre notre savoir-faire. On ne saura plus, nos enfants ne pourront plus savoir comment tisser. Nos enfants ne connaîtront plus le savoir-faire du bogolan. Et c'est notre identité quand même. On peut travailler avec le wax, mais aussi on ne doit pas négliger nos étoffes. D'accord, on ne doit pas négliger nos étoffes. Et qui dit mode africaine dit mode d'été. Et on voit certains créateurs africains, par rapport à leur confection, ils mettent l'accent à la période d'été, et on ne tient pas compte des saisons des pays du Nord. Pourquoi? Toute la question, c'est on fait cette mode pour qui? Moi, mes clients souvent me disent « Oh, mais les États-Unis, quoi ?» J'ai dit non. Moi, je ne cherche pas à vendre aux Européens, ma clientèle, les gens qui me font vibrer, les gens je suis heureuse quand ce sont mes clientes africaines. Donc, je m'adapte à la clientèle d'ici, locale. Donc, je vais faire attention. Là, je fais des choses un peu plus fraîches pour l'harmattan. Ce n'est pas des vêtements d'hiver. Je ne fais pas collection summer, enfin, printemps, été ou quoi. C'est collection harmattan, collection
chaude, point. Donc on s'adapte en fonction de sa clientèle, en fonction aussi du marketing qu'on veut, mais chacun fait ses choix. Moi, maintenant, ma cible, et je le dis fièrement, ma cible est africaine avant tout, je ne regarde pas vers l'Europe, parce que l'avenir est chez nous, point. Donc chaque créateur a sa vision, a sa cible, et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La mode, la beauté africaine, vecteur de développement, et nous croyons à nos talentueux créateurs africains qui valorisent la culture africaine. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alia Baré, vous êtes créatrice nigérienne, vous faites de la haute couture. Merci à vous. Merci. Et également Fadel Ndiaye, créateur sénégalais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un grand merci à la partie rédactionnelle et technique. Je vous dis à très bientôt sur Média 1 TV Afrique.